Mesdames, Messieurs, bonjour. Dimanche 16 janvier 2022, le jury du dimanche iRadio, ITV, imedia.sn reçoit Maître Doudou Ndoye. C'est la deuxième fois que nous vous recevons dans cette émission. Bonjour. C'était au mois de février 2021, la première fois. C'est pratiquement l'anniversaire. Exactement. Qui m'honore fortement. L'honneur est partagé. Vous êtes le président de l'Union pour la République, ancien ministre de la Justice. Au plan professionnel, vous êtes avocat, spécialiste des questions constitutionnelles. Nous en avions beaucoup parlé la première fois, et des questions foncières. Vous avez d'ailleurs dirigé la commission nationale chargée de la réforme foncière. Nous sommes à une semaine des élections territoriales, Maître Doudou Ndoye. Les Sénégalais vont voter dimanche 23 janvier pour élire leur maire. Doudou Ndoye s'identifie à Dakar et Dakar s'identifie à lui. Pourquoi alors vous ne vous êtes pas présenté? Je voudrais vous remercier et essayer de redresser si possible votre conclusion sur la question. Il se pourrait, et ce serait un honneur pour moi que Dakar s'identifie à moi. Mais moi, je ne m'identifie pas à Dakar. Je m'identifie au Sénégal des profondeurs, au Sénégal pauvre, au Sénégal abandonné, au Sénégal exploité, au Sénégal qui se trouve Matam à 350 km de Dakar, au Sénégal de Kédougou, au Sénégal de Tambacounda. Même étant bon Dakarois. Tout le monde devient bon Dakarois. Vous savez, Dakar est une construction historique. Les Lébous en 1815 étaient à Kaskas, avec les Peuls. À Kaskas, avec les Peuls. Dans le département de Podor, au nord. À Kaskas, avec les Peuls. Et c'est pourquoi beaucoup de villages Lébous de la région du Cap-Vert, devenue région de Dakar, sont dirigés par des Peuls, qui sont des Lébous Peuls. Comme il y a des Olof Peuls Lébous, comme il y a des Libanais aujourd'hui Lébous. Dakar est une construction historique par le déplacement des populations du nord vers l'ouest. Et donc, Dakar est une ville cosmopolite. Les premiers habitants ne furent pas des Lébous. C'était des Socés. Les Lébous les ont trouvés ici, les ont combattus, les Socés se sont déplacés. Après, les Lébous se sont installés et d'autres sont venus. Dakar est la ville de tous, mais qui a une particularité. C'est la coutume de ces Lébous, qui y sont restés beaucoup plus longtemps que d'autres, qui est diffusée dans cette ville. Et une belle coutume. Une coutume que je ne regrette pas, que je souhaite d'avoir recueillie et que je souhaite laisser à mes enfants. Vous n'avez jamais, mais vraiment, pensé un instant être maire de Dakar? Vous savez, j'avais été, par la grâce de Dieu et d'Abdou Diouf, parachuté, je dis bien parachuté, comme député du Sénégal, ministre de la Justice, en même temps, numéro 1 du parti, secrétaire administratif, chargé de l'administration du Parti socialiste. Donc, tenant dans mes mains toute la documentation politique du Sénégal et la documentation juridique et judiciaire. Et ceux qui connaissent les fonctions d'un bon ministre de la Justice doivent savoir que c'est là-bas où tout se joue. Et en 1984, c'est grâce au président Abdou Diouf et à la demande d'hommes politiques comme Lamine Diack et comme d'autres que l'Assemblée nationale du Sénégal a voté une loi qui ramène au Sénégal la notion et la fonction de maire de plein exercice. Le dernier maire de Dakar était Lamine Gueye. Personne n'a été maire après. Président du conseil d'administration seulement, du conseil municipal. Et c'est en 1984 que nous avons ramené la fonction de maire de plein exercice. J'aurais pu l'être si je l'avais voulu. Mais pour bien des raisons qui tiennent à ce que je viens de dire, la nation sénégalaise, je n'ai jamais voulu concentrer ma vie et mes préoccupations à la mairie ou à la ville de Dakar. Mes préoccupations, c'est le droit national. On construit le monde avec des fusils, avec des couteaux ou avec le droit, la conscience du juste. Ma vie, c'est le droit des Sénégalais à bien vivre
Oui, mais de tous les Sénégalais. Oui, mais sur le point de Dakar, à votre place, c'est Mamadou Diop, paix à son âme, qui fut choisi. C'est Mamadou Diop que nous avions choisi. Je répète, j'étais le secrétaire administratif du parti, je confectionnais les listes sur la demande du président Abdou Diouf, dont j'étais le principal collaborateur administratif, et Jean Collin politique avec Moustapha Niasse, et c'est nous qui l'avions choisi. Si j'avais voulu, c'eût été moi. Mais nous avons préféré Mamadou Diop, qui aimait cette fonction, qui voulait l'être et qui en avait les compétences. Moi, je ne le voulais pas, je voulais autre chose. Je voulais que mon rayonnement comme juriste puisse servir tout le Sénégal et ne pas se limiter aux conflits ethniques qui sont dans Dakar. Très bien, on va aborder ce sujet. Dakarois bon teint donc et bon lébou, même si vous vous définissez comme national, vous, maître Doudou Ndoye, vous serez sans doute intéressé par l'élection du maire de Dakar et des communes d'arrondissement qui la composent. Ce sera dimanche prochain, comme je l'ai dit. Avez-vous un candidat entre le maire sortant ou la maire sortante Soham El Wardini, l'ancien maire Pape Diop, Abdoulaye Diouf Sarr, maire de Yoff, Doudou Wade, Barthélémy Diaz, Mame Mbaye Niang et Massamba Seye, qui est le moins bien connu des autres. Avez-vous un candidat? Je voudrais répéter d'abord que je suis un lébou pour le Sénégal. Comme je souhaite qu'il y ait un alpulaar pour le Sénégal. Un Sérère pour le Sénégal. Ça, c'est ma façon, c'est mon être. Et c'est ce que je souhaite. Le reste, ce sont des jugements objectifs, des jugements politiques. Les élections prochaines qui concernent la mairie de Dakar, moi je les considère comme, pour la mairie de Dakar, j'entends, hein, oui. Je considère ces élections comme épiphénoménales. Pour la mairie de Dakar, ça veut dire pour moi, cela n'a pas beaucoup d'intérêt. La gestion de la ville de Dakar n'a plus aucun intérêt particulier. Ah oui? Pour quelle raison? Dakar est la capitale du Sénégal 1. Dakar est une ville déjà super urbanisée. On a oublié de faire des jardins, on a oublié de planter des arbres, on a oublié de penser au bonheur de ceux qui marchent dans les rues. On a pensé à la richesse par les bâtiments. Et tout Dakar, c'est du ciment. Ce n'est pas de la vie, ce n'est pas du bonheur. Qu'est-ce qu'un maire de Dakar peut-il faire aujourd'hui? Casser les immeubles? Ce n'est pas possible. Élargir les rues? Ce n'est pas possible. Peut-être planter des arbres et améliorer les dispensaires. Et encore. Environnement, santé. Oui, améliorer les dispensaires, planter des arbres. C'est tout ce qu'un maire de Dakar peut faire. Un maire de Dakar ne peut rien faire d'autre dans cette ville, sauf... Mais il a quand même 9 compétences, ou bien 9 domaines de compétences. Environnement, ressources naturelles, santé, éducation, culture, loisirs, sport, jeunesse, population et action sociale, Prenons, urbanisme et habitat. Prenons, si vous voulez, toutes les compétences. La ville de Dakar a une limite géographique. Oui. Dans ces limites géographiques, tout est construit, tout est propriété privée. Donc, urbanisme et habitat, ce n'est pas casser ce qui existe. Ce n'est pas non plus construire sur ce qui existe. Si c'est la santé, j'ai dit oui. Il y a beaucoup de dispensaires, il y a beaucoup de malades. On peut mettre de l'argent, beaucoup d'argent dans les dispensaires. Les écoles, il faut mettre beaucoup d'argent dans les écoles. Et je dis beaucoup plus d'argent. Les maîtres d'école, il faut bien les payer. Un maire peut s'occuper de ces petites choses. Mais cela n'est pas le développement. Vous voulez dire que ces 7 candidats qui se battent ne pourraient pas faire grand-chose? Ils se battent de Dakar. Ils se battent pour administrer. Ils ne se battent pas pour transformer. Pour développer. Transformer. Oui. Je n'aime pas le mot développement. Très bien. C'est un mot qui nous a été imposé dans les années 60. On vous le concède. On vous le concède. Il ne peut pas transformer profondément Dakar. Il ne peut pas. Ils n'en ont pas les moyens cognitifs, ils n'en ont pas les moyens constitutionnels. Dakar est déjà bâti. Mais ils peuvent améliorer sur la santé, sur l'enseignement, les élèves, la faim de temps en temps, distribuer des secours et des aides.
toutes ces petites choses de la vie quotidienne. Un maire peut le faire. Et finalement, Et à la limite, oui. tous les maires Oui. vont se valoir, sauf. Et c'est ça ma réponse à votre question, Oui. qui va arriver. Qui est votre candidat sur ces principes parmi que je eux? viens, sur ces principes que je viens de dire, Oui. tous ces maires se valent ou se vaudront, sauf le rapport que le maire aura avec l'État. C'est l'État, en tant qu'État, qui est le maître de cette mairie, à travers son gouverneur, son préfet et ses sous-préfets. Rien, je dis bien, ne peut se faire sans l'accord de l'État. Oui. Donc, quelqu'un qui n'est pas en concordance avec l'État ne peut et ne fera rien à Dakar. C'est l'État qui gouverne. Et pour dire quoi? J'ai déjà dit qu'il faut peut-être envisager parmi les candidats ceux qui ont le plus de chances d'être en accord avec l'État. Vous en avez identifié? Je parle aux gens intelligents. Vous en avez identifié, oui. Chacun doit identifier à partir du critère que je mets. Je dis que le maire de Dakar qui n'a pas d'accord, de relation, de coordination, de compétences partagées avec l'État pour aller vers les mêmes buts, n'a aucune chance de faire quoi que ce soit dans notre ville. Je vous donne un exemple qui est banal et qui est simple, mais qui n'est pas banal, qui est très important. L'ancien maire de Dakar, M. Khalifa Ababakar Sall, dont j'avais eu l'honneur d'être l'avocat, avait reçu l'agrément d'un grand organisme mondial pour faire de la place de l'Indépendance tout un ensemble de parkings souterrains dont les financements étaient acquis avec l'accord du ministère des Finances. Mais à un certain moment, vous savez dans quel système psychologique il était avec l'État. Et l'État est revenu et l'État a dit non, on ne fera pas ce projet. Et en tant que son avocat, j'avais attaqué le refus de l'État devant la Cour suprême. Et la Cour suprême a suivi l'État. L'emprunt obligataire. Et donc, pour faire des parkings souterrains. Oui, c'est ça. Et cela n'a jamais été fait. Je ne critique personne, je dis simplement que c'est le gouvernement du Sénégal qui gouverne la ville de Dakar. Donc, en tant que citoyen de Dakar et du Sénégal, je dis ce qu'un maire peut faire, le peu qu'il peut faire, le maire qui aura le plus de chances de le faire, c'est celui qui sera en accord avec l'État. Sinon, celui qui n'est pas en accord avec l'État ne pourra rien faire. Alors, chacun peut désigner son maire en fonction de ce critère que je viens de sortir. Très bien. Borom Bagdad. Parce que désigner mon maire, c'est violer le secret de ce que je vais voter. Très bien. Mais je donne des critères. Très bien. Borom Bagdad vous interpelle directement sur une question qui lui semble importante. Il dit, Maître Doudou Ndoye, en tant que lébou, s'est-il désolidarisé des déclarations de l'imam Ratib de Dakar et du grand Serigne de Dakar qui ont montré publiquement leur souhait de faire d'Abdoulaye Diouf Sarr ou Doudou Ndoye, maire de Dakar. Ils l'ont dit lors de la communion des Lébous à la mosquée de la Divinité à Ouakam. Ils donnent même une date précise, le 12 juin dernier. Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, pourquoi en tant que voix autorisée dans le milieu Lébou, vous ne vous êtes pas désolidarisé de ce discours? Question de Borom Bagdad. Je vous ai déjà dit qu'en 1984, moi, à titre personnel, j'étais relativement jeune, il y a presque 35-40 ans. Je n'avais pas voulu être maire de Dakar. Donc ce n'est pas aujourd'hui, comme disait le général de Gaulle, qu'à 78 ans, je vais me battre pour être ce que je n'avais pas voulu quand j'étais jeune. Comme il disait, ce n'est pas à 76 ans que je vais apprendre à être dictateur. Chaque chose son temps. Donc, qu'on ne pense pas à Doudou Ndoye pour ce genre de combat. Ce n'est plus mon rôle, ce n'est plus mon temps. Je combats pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour tous les pauvres, pour tous ceux qui ont besoin d'être accompagnés. Je combats pour Dieu à la limite. Parce que c'est ce qui est le plus proche de moi. Est-ce que vous concevez, maintenant, pour répondre à la question, je conçois parfaitement que chaque citoyen déclare son goût, son amour et son plaisir. C'est la liberté de conscience, c'est la liberté de parole, c'est la liberté d'appartenance, protégée par notre Constitution. Et pour vous, cela ne relève pas de l'ethnicisme ou de l'ethnicité? Chacun, je dis bien chacun, chaque personne, je vais même plus loin, chaque ethnie, mais a le droit de prononcer ses plaisirs et ses goûts.
s'ils ne violent pas notre Constitution. Oui, important. Donc, est-ce que eux, en se prononçant, violent notre Constitution? Ils sont des citoyens, ils ne sont rien d'autre que ça. Quel est votre sentiment? Non. Mais je n'ai pas de sentiment. Mon sentiment, ils ne violent pas. Mon sentiment, je viens votre de le avis dire. même, je dirais même votre avis, puisque vous êtes un spécialiste de la Constitution. Mon sentiment, cela ne viole pas la Constitution. Mais qui viole la Constitution lorsqu'il dit « Je souhaite que Mamadou Ibra Kane soit maire de Dakar ». Mais l'imam est un citoyen. Il ne fait que diriger la prière. Il n'est rien d'autre que cela. Qui que ce soit est un citoyen, a le droit de manifester sa préférence. C'est la liberté de conscience, c'est la liberté politique. C'est leur affaire. Je n'ai à être ni pour ni contre. Moi, j'ai à dire seulement que moi, Doudou Ndoye, je ne souhaite pas être candidat dans ce genre de combat. Ce que je n'ai pas souhaité il y a 40 ans, ce n'est pas aujourd'hui où je suis proche de Dieu que je vais le souhaiter. Maintenant, je vous ai dit aussi que parmi les candidats proposés, désignés, je dis, celui qui n'a pas l'acquaintance avec l'État pour la mairie de Dakar ne pourra rien y faire. C'est tout. C'est mon point de vue. Je rappelle que vous suivez le jury du dimanche, iRadio, iTV, imedia.sn et nous recevons Maître Doudou Ndoye. Quel bilan vous feriez de la gestion de l'équipe sortante? Khalifa Sall d'abord, qui a été maire de 2009 à 2018, et puis Soham El Wardini, qui a poursuivi le mandat. Vraiment, vous voulez me ramener aux temps anciens. J'avais été l'un des avocats du maire Khalifa Sall. Et comme le plus ancien parmi tous ces avocats, dans notre ordre et notre fonctionnement et notre déontologie, j'en étais naturellement donc le dirigeant. Alors, si je dois faire le bilan de Khalifa Sall, je dois, pour moi, pour ma propre conscience, asseoir la raison pour laquelle j'ai accepté de le défendre. Oui. S'il avait été un mauvais maire, si j'avais pensé qu'il avait commis un délit, je l'aurais toujours défendu. L'affaire de la caisse d'avance. Si j'avais pensé qu'il avait commis un vrai délit, je l'aurais toujours défendu. Nous défendons tout le monde. Voleurs, criminels, tueurs, assassins, évadés. C'est le rôle de l'avocat. Mais je n'aurais pas dit qu'il a fait une bonne gestion. J'aurais défendu un maire qui a commis un délit. Mais j'ai défendu un maire dont j'ai la conscience qu'il n'a commis aucun délit. Et j'ai encore cette conscience aujourd'hui. C'est l'avocat qui vous parle. Oui. Mais je m'adresse aux politiques. Je ne peux pas dissocier. Aux politiques, aux citoyens. Je ne peux pas dissocier mon personnage. Oui. La personne qui a ouvert ma vie à la pensée, c'est Madame Aventurin, professeure de philosophie au lycée Manuel Nobel, qui nous a appris que tout est dans tout. L'homme est un tout, l'homme est un tout global. L'avocat, le citoyen, le lébou, l'universaliste, tous ces Doudou Ndoye. Je dis, si le gouvernement du Sénégal avait laissé faire par Khalifa Sall son projet de parking souterrain autour de toute la place d'Indépendance, Dakar n'aurait pas été aujourd'hui une ville sursaturée de voitures garées. On n'a même pas de place où se garer. Donc le gouvernement l'a empêché d'accomplir son bilan. Donc ce n'est pas la peine d'insister sur cette question. Voici ma réponse pour lui. Oui. Alors, la suite, je ne l'ai pas suivie. La suite, c'est de l'administration. Soham El Wardini. La suite, c'est de l'administration. C'est-à-dire, il n'y a pas eu l'administration. de transformation. Aucun maire à Dakar ne pourra transformer Dakar si ce maire n'est pas l'ami du gouvernement. C'est mon point de vue que je donne. Aucun maire ne transformera la ville de Dakar s'il n'a pas l'accord, l'amitié, la solidarité du gouvernement. Et que faudrait-il faire alors? Voter pour cette personnalité qui est en accointance avec le gouvernement, ou alors changer l'ordre des choses? Que faudrait-il faire? Moi, si j'avais à choisir, je changerais l'ordre des choses. J'avais voulu changer l'ordre des choses. Le Sénégal n'a pas voté pour moi. Mais l'ordre qui est là, on vit avec. Vous aviez été candidat à l'élection présidentielle. Et en dehors de tout cela, je passe ma vie à écrire et à parler. Oui. Mais on vit avec les réalités. On vit avec ce qui existe. On peut vouloir quelque chose, mais il ne faut pas ignorer ce qui existe. Il faut s'en sortir avec ce qui existe. Parce que c'est Dieu qui décide. C'est le destin qui donne. Le destin peut ne pas vous donner l'avenir, mais vous donner le présent. Et vice-versa.
Donc il faut vivre avec le réel. Le réel est qu'aujourd'hui, le système politique, le système juridique et institutionnel du Sénégal fait que aucun maire ne fera rien du tout à Dakar s'il n'est pas en bonne accordance avec le gouvernement actuel. Mais le plus important, Oui, ce n'est plus ça. Oui. C'est ce par quoi nous avons commencé. C'est-à-dire le reste du Sénégal. Oui, Ça, il peut y avoir des changements. Et de gros changements. Avec ou sans le gouvernement. Ah bon? Oui. Oui. Vous pensez que le reste du Sénégal n'obéirait pas à la même logique Non, pas du tout. qu'à Dakar? Absolument pas. Et pourquoi vous le dites? Ah, si vous rentrez sur le débat, on peut y arriver. Oui, pourquoi vous le dites? Je vais vous parler d'une question qui intéresse peu les Sénégalais. Parce que c'est trop technique, c'est trop complexe. Je vous parle de la fiscalité, des impôts. Ce n'est pas pour cela que vous m'avez invité. Mais c'est cela le cœur du problème. Chaque année, l'Assemblée nationale vote le budget du Sénégal. Mais quand on vote le budget du Sénégal, les députés votent des chiffres, les chiffres du gouvernement. Mais en même temps, les députés votent toujours des articles à l'intérieur du budget qui posent des impôts, qui créent des impôts, des taxes et des impôts à l'intérieur du budget. Ça, c'est le budget général du mois de décembre. Et 2 fois par an, on vote des budgets rectificatifs, des lois de finances rectificatives. Et dans ces lois de finances, pour rectifier le budget, on met beaucoup de textes à caractère fiscal. Et c'est là où se trouve la solution des problèmes de l'intérieur. Mais ça, c'est le gouvernement qui le fait. Mais encore faudrait-il que le gouvernement forme les maires et que les techniciens puissent aider et accompagner les maires. Et je vais vous dire ce qui se passe. Vous voulez que je vous dise la fiscalité aujourd'hui et pourquoi je vous le dis? Oui, et pourquoi elle serait un levier pour transformer voilà la question. Nos villes, voilà nos villages. Il y a 2 problèmes. Il y a la fiscalité Oui. et il y a la politique foncière des communes. La politique foncière des communes et la fiscalité communale. C'est ça le sens de toutes les grandes transformations que le Sénégal va connaître si nos maires sont formés, sont informés, avec des techniciens qui les accompagnent. Et Pour faire quoi concrètement? Mais vraiment, soyez précis, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Bon, le concret. On essaie, oui. Le concret est qu'aujourd'hui, sur le plan fiscal, il y a, il faut que vous l'écoutiez s'il vous plaît, il y a l'impôt foncier. L'impôt foncier, c'est l'impôt que doit payer tout propriétaire d'une maison, d'un champ, d'une baraque, de quoi que ce soit. Cet impôt foncier au taux de 10% ou 15% même de la valeur foncière, de la valeur annuelle foncière, c'est-à-dire la valeur locative annuelle, est versé aux communes. Le gouvernement vient de voter une loi 2020 pour créer un impôt nouveau, la contribution économique locale, 15% de la valeur locative de toutes les professions et 1% du chiffre d'affaires annuel, ce qui fait 16% de plus sur le travail des professionnels et de tous les professionnels. Exemple, et c'est important ce que je vais dire, c'est ça la solution du monde rural. D'accord. Tout ce qu'on veut dire sans solution ne sert à rien. Moi, je vous parle de la solution du monde rural. Avec ça, le monde rural est sauvé. C'est l'enjeu. Ce n'est pas que Doudou Ndoye parle du bon français, de ceci, de cela. Je vous dis concret. Je vous dis qu'aujourd'hui, il y a des impôts nouveaux, plus les impôts anciens, qui font 30% de l'économie du pays. Aujourd'hui, moi, avocat, pour être concret, dans mon cabinet, je viens de déclarer de payer je suis locataire, sur la valeur annuelle du bail que je paye, 15% tout de suite. Moi, propriétaire, je paye aussi 10 à 15% du bien dont je suis propriétaire. L'État a créé des impôts nouveaux que les mairies de tout le Sénégal vont encaisser. Ce qui va faire beaucoup d'argent qui n'existait pas dans les communes et dans toutes les mairies. Et donc, attends, je vais plus loin. Ces maires pourront, s'ils sont formés, bien utiliser ça pour faire de leur village, en fait. Très bien. Oui. Et ensuite, la solution, c'est le foncier. Je vais vous donner quelque chose pour les maires. Je vous donne 2 exemples. Vous allez
je vais citer, hein, allez à Somone, allez à Ngaparou, allez à Saly, allez à Bambilor, allez où vous voulez. Les maires gèrent le domaine national. Le maire fait une délibération et me donne à moi un terrain de 300 mètres carrés pour que je fasse ma maison. Je ne fais rien là-dessus. 2 ans après, je dis, regardez tous les journaux et tous les sites du Sénégal. Regardez. J'invite tout le Sénégal à regarder tous les journaux et tous les sites. Doudou Ndoye dit, je vends un terrain 300 mètres carrés, Ngaparou, 2 points, délibération. Ça veut dire que c'est un terrain que la mairie vient de me donner à titre de délibération. Je n'ai pas mis une brique dessus. Je n'ai pas planté un arbre dessus. Je le vends à 12 millions et je l'encaisse. Les mairies devraient cesser. 1, de faire des délibérations. 2, de transposer des délibérations sur d'autres personnes. Et pourquoi la mairie n'appelle pas celui qui doit acheter cette terre de délibération et lui vend, et lui donne elle-même? Et la mairie reçoit des recettes énormes que des personnes bien averties se partagent en vendant et en revendant les terres du domaine national. Alors maintenant, je vais plus loin. Cette même terre de 300 mètres carrés, délibération, je vais voir l'État, l'État par ses représentants, bien entendu. Et je dis, je veux un titre foncier sur ça. L'État par ses représentants s'arrange pour prendre mes 300 mètres carrés de domaine national et en fait un titre foncier au nom de l'État et me fait un bail que je vais hypothéquer auprès d'une banque. Mais la politique foncière et la politique fiscale vont toujours ensemble dans tous les pays du monde. Très bien. Il faut être un spécialiste du droit fiscal, un spécialiste du droit foncier et un politicien honnête qui pense aux intérêts de son pays. On résume donc, pour que tous ces maires-là, aujourd'hui, ont les instruments juridiques pour développer leur village. Est-ce qu'on peut y ajouter, dans ce dispositif que vous décrivez, la monnaie locale, puisque ça a fait l'objet de débats, puisqu'il y a un candidat, Ousmane Sonko à Ziguinchor, qui a dit que lui, il pense que la monnaie locale, pour la Casamance en tout cas, peut être une solution. J'ai vu des personnes un peu sous-informées s'offusquer pour ça. Mais ça existe dans tous les pays du monde maintenant, dans tous les grands pays. Monnaie locale, ce n'est pas une monnaie qui remplace le Sénégal. Il y a des gens qui utilisent maintenant des fers arrondis pour aller chez eux, comme si aujourd'hui dans notre maison, on dit, écoutez, nous sommes dans notre quartier, Doudou Ndoye va créer un bijou, et avec ce bijou, on peut échanger nos patates et nos pommes de terre. Mais ça, ce n'est pas de la monnaie en tant que telle. Ça existe partout dans tous les grands pays. Il n'y a rien de nouveau. Alors, je rappelle. Il faut être bien informé de ce qui se passe dans le monde pour ne pas se scandaliser quand on entend des choses nouvelles. Très bien. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'extraordinaire. Un autre candidat, c'est Pape Diop, ancien maire de Dakar, qui veut aujourd'hui revenir aux affaires, qui dit qu'il faut restituer les terres de l'aéroport Léopold Sédar Senghor au village de Yoff, Ngor et Ouakam. On élargirait ainsi l'espace de ces communes. Est-ce que c'est un projet qui vous paraît pertinent? Je suis un peu dérangé, franchement, lorsqu'on me parle d'une question et qu'on cite un nom. Je n'ai jamais eu affaire dans ma vie à des noms. D'accord. Si je devais avoir affaire à des noms, je ferais exploser le Sénégal. Le plus important, c'est la restitution des terres de l'aéroport. Si je devais avoir affaire à des noms, je ferais exploser le Sénégal. D'accord, très bien. Et si tout homme d'État a affaire à des noms, il ferait exploser le Sénégal. D'accord. Nous en savons, vous en savez. Évitons les personnes. Des terres de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Est-ce que c'est une idée pertinente? Mais restitution des terres, cela suppose qu'on restitue à celui qui fut propriétaire. Oui. Moi, vous me restituez mon portable, ça veut dire que j'étais propriétaire et que vous l'avez pris. Bah, il faudrait que il faudrait qu'on démontre que Yoff était propriétaire. Je parle de propriété, moi. Oui. C'est intéressant ce que vous dites. Bien entendu. Il ne l'était pas du tout. Mais est-ce que mon grand-père était propriétaire dans l'avenue Lamine Gueye? On habitait là-bas. Mais il ne l'a jamais été. Mais c'est tout. La propriété vient d'un droit complexe qu'ils ignorent. Les gens ils parlent beaucoup de choses qu'ils ignorent. La politique, c'est l'art de s'occuper de tout. Ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas. Offert ces terres aux colons, ou est-ce qu'ils ne les auraient pas vendues aux colons? Je suis obligé de revenir au droit. Quand un Lébou offre des terres, exemple, aux colons en 1880, c'était des terres coutumières. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de loi écrite. C'est ce qui s'était passé. Oui, le passé, c'est les coutumes. Aucune loi écrite n'existe, pour ceux qui connaissent le droit foncier du Sénégal.
Ils savent bien qu'aucune loi écrite n'existait dans la terre en 1850 au Sénégal. Alors quand on vient, on vous offre une terre. C'est comme les Lébou ont offert des terres aux Peuls, aux Diola, aux ceci. C'est comme les Diola ont offert des terres aux Toucouleurs qui ont occupé la Basse-Casamance et dont certains sont accusés d'être l'un des auteurs du mécontentement des Casamançais qui nous a valu ce qu'on connaît. C'est des terres qu'on offrait, c'était nos coutumes. Mais après, quand le français est venu, le français voulait développer nos terres. Le français voulait s'incruster avec ses commerçants et ses petits industriels. Et le français a apporté sa loi. Loi de 1901, décret. Loi de 1906, décret. Je les appelle la loi au sens générique du terme. Mais c'était des décrets. Mais c'était la loi chez nous, à partir de la France. La France apporte ses lois, 1901, 1916, et dit, désormais, chaque terre peut être immatriculée. Désormais, chaque terre peut être immatriculée. On lui donne un nom, on lui donne un numéro, on lui donne un plan. Et à partir de ce moment, cette terre est une propriété. Personne ne peut plus y toucher. Qui veut, peut. Qui veut, peut. Tous ceux qui étaient intelligents, tous ceux qui étaient instruits, tous ceux qui étaient informés ont immatriculé leurs terres. Et donc, si ces terres avaient été offertes aux Français, ces Français l'ont immatriculé à leur nom. Ils étaient propriétaires. Et lorsque les Français sont partis, par des conventions diverses, les Français ont laissé ces terres au Sénégal, qu'il a immatriculé aussi à son nom. L'État du Sénégal. Et donc l'État du Sénégal, propriétaire, peut en faire ce qu'il veut. Donc, maintenant, on peut, sur le plan politique, dire à l'État du Sénégal, comme l'État l'avait fait pour Yoff, s'il vous plaît, le village de Yoff est serré, le village de Ouakam est serré, le village de Ngom est serré, Ngor, donnez-nous une partie de ces terres pour qu'on fasse l'extension du village. Mais ce n'est pas un droit. Très bien, c'est clair, votre éclairage, je crois. Jury du dimanche, Maître Doudou Ndoye, Jury du dimanche, c'est votre émission dominicale. iRadio, la première radiovision du Sénégal, ITV, votre chaîne préférée, et le site que vous aimez lire, imedia.sn. Doudou Ndoye, alors, résumons-nous. Quelle évaluation feriez-vous alors de l'acte 3 de la décentralisation? C'est un mot. Moi, j'aime pas les mots, des slogans. Qui peut vous expliquer l'acte 3 de la décentralisation aujourd'hui? Ceux qui l'ont fait. Invitez ceux qui prétendent avoir apporté l'acte 3 de la décentralisation et demandez-leur de vous expliquer ce que c'est. Il est rare que vous trouviez quelqu'un qui vous l'explique dans ses moindres détails. C'est un slogan d'une époque. Il faut me dire simplement, qu'est-ce que je pense de la loi, je ne sais plus si c'est 2013 ou 2018, qui a sur les collectivités locales, le code général des collectivités locales. Il y a un code général des collectivités locales du 31 décembre 2013. C'est tout. Le code général des collectivités locales dit que le Sénégal est organisé à partir de la Constitution qui pose le problème de la décentralisation de telle manière. Il y aura des mairies, il y aura des conseils départementaux, il y aura des élections, le pouvoir du maire, le voilà, le pouvoir du conseil municipal, le voilà, le pouvoir du conseil départemental, le voilà. Et maintenant, dans ces pouvoirs-là, on fait ce qu'on doit faire. Mais essayons d'être concrets. Vous avez posé une question pertinente en disant qu'est-ce que c'est que l'acte 3 de la décentralisation. Essayons juste pour faire comprendre à ceux qui nous regardent. Non, écoutez-moi s'il vous plaît. À ceux qui nous regardent et nous écoutent, que la réforme qui a abouti à l'appellation de l'acte 3 de la décentralisation a porté à la généralisation, ce qu'on appelle la communalisation intégrale. Aujourd'hui, il n'y a plus de communauté rurale, il y a des communes partout dans le pays. On a gardé un autre ordre de collectivité locale, c'est le conseil départemental, le conseil régional a disparu. C'est pour cela que je vous dis, quelle évaluation vous faites de cette réforme? Appelons-la acte 3 ou acte X ou Y, l'essentiel c'est de répondre à la question. Appelons-le acte 3, si vous voulez. Et je vais vous dire, qui peut me dire, je suis en train de vous répondre, ce qui était dans la loi qui a précédé le code général, le nouveau code général des collectivités locales. Quand on était indépendant, 10 ans après, on a eu un code communal qui a été abrogé, remplacé par le code des collectivités locales. Maintenant remplacé par le code
des collectivités locales devenues territoriales. Alors que ce qui existait dans le code précédent, comme pouvoir du président du conseil rural et comme pouvoir du conseil rural, ce sont les mêmes pouvoirs, exactement les mêmes, qui sont transposés au maire et au président et au conseil municipal. Où est le changement? C'est le changement de nom. Ouais. Et le vrai changement, c'est que le maire est aujourd'hui, en tant que maire, élu au suffrage universel. Mais c'est le cas aussi. C'est le seul changement. Oui, Les pouvoirs n'ont pas changé. C'est important de le dire. Ouais. Les pouvoirs n'ont pas changé, c'est exactement les mêmes. Rien de nouveau n'a été fait, sauf dire que le candidat maire sera élu par le suffrage universel et pas par le collège des conseils municipaux en leur sein. Et c'est bien, parce que ça rend plus légitime le maire par rapport aux velléités d'un conseil municipal qui lui dit « vous venez de nous ». Mais cette légitimité lui permet d'être fort, Oui. lui permet de parler avec ces gens avec beaucoup plus d'autorité. Oui. Mais ce maire aura besoin aussi du conseil municipal mais il aura, pour gouverner. Mais il aura un peu plus d'autorité, Oui, parce on est qu'il bien tient d'accord. quand même Très sa bien. voix, pas d'eux, mais du suffrage universel. Oui. Donc on respectera beaucoup plus ce maire que le petit copain que vous avez élevé dans vos seins. Mais les pouvoirs sont les mêmes. Le plus important pour moi... Pour vous, cet acte 3, ce n'est pas une révolution, finalement. Mais la révolution vient de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui. La fiscalité et le foncier. fiscalité et le foncier. Parce que le problème, ce n'est pas de dire Doudou Ndoye peut signer. Ce n'est pas une révolution. Très bien. Mais si je signe et que je peux recevoir 10 milliards et que je peux changer tout le village, Très bien. mais c'est ça la révolution. Ok, notre et pour ça, émission- le gouvernement a bien fait, sauf Oui. que le gouvernement met sur la tête des entreprises un poids très lourd. Oui. Il faudra que les entreprises le sachent et que les entreprises acceptent que c'est pour le développement du Sénégal. Très bien. Notre émission n'est pas consacrée qu'à la décentralisation. Nous allons évoluer un peu. On va parler du Mali tout à l'heure. Mais avant cela, il y a une question aussi qui agite la société sénégalaise parce que c'est une question sociétale. C'est le rejet de la proposition de loi portant criminalisation de l'homosexualité par le bureau de l'Assemblée nationale. Le juriste que vous êtes en pense quoi? Mais cette proposition de loi est un scandale. Comment Le ça? Sénégal va de scandale à scandale. Les gens prennent des idées, nous apportent n'importe quoi. Écoutez, qu'on ne nous fatigue pas avec ces choses-là. J'ai 78 ans, j'ai tout vu dans ce pays. Nous, quand on était jeunes, quand j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, quand nos dames, nos tantes, nos mères faisaient des danses, les sabars, dans les rues, c'était les homosexuels qui venaient danser avec nos tantes, nos rues en pleine rue. Nous nous rentions là-dedans, on dansait, tout le monde rigolait, chacun s'en va. Nos chefs religieux qualifient l'homosexualité de crime odieux. Et cette proposition de loi est le résultat d'une démarche initiée par Anne Sam Djikoui, qui a réussi à convaincre certains députés qui en ont fait une proposition de loi rejetée par le bureau de l'Assemblée nationale. Vous dites que c'est un scandale. Le monde est fait de diversité. Chacun son opinion. Chacun dans la vie son opinion. Ils peuvent présenter tous les projets de loi qu'ils veulent, qui expriment leur opinion. Moi, je donne la mienne. La mienne est que, 1, nous sommes dans une société laïque. 2, nous sommes dans une société tolérante. 3, il faut qu'on évite de retourner au Moyen-Âge de l'Inquisition. 2 femmes qui sont dans leur chambre en train de parler, enfermées, en train d'échanger des bijoux. Vous allez ouvrir pour savoir si elles ne font pas de l'homosexualité. L'homosexualité est réservée aux hommes ou aux femmes seulement. Écoutez, faudrait-il aller jusqu'à concevoir qu'il puisse y avoir le mariage pour tous non, je ne vais pas loin. au Sénégal? Je dis, c'est ça aussi qui se cache derrière la question de l'homosexualité, non? Mariage, c'est autre chose. Oui. Mariage, c'est un autre concept. Je ne veux pas mélanger le problème de la criminalisation et même encore de la délictualisation de la simple infraction de l'homosexualité. Je vais plus loin. Ils sont au niveau du crime. Moi, je suis au niveau d'enlever le délit. Ah oui? Bien entendu. C'est quoi un homosexuel? Vous ne pouvez pas voir quelqu'un passer, tenir la main d'un homme comme vous, et vous dire que c'est un homosexuel parce qu'il lui tient la main. Vous allez le dire, vous? Vous voyez 2 personnes passer, se tiennent la main, vous dites que c'est des homosexuels. Vous êtes Dieu. Attendez, allons-y doucement. C'est un système mental qui bruine notre pays, qui fait du Sénégal un pays d'inquisition.
je ne suis pas d'accord. Et le mariage pour tous? Je suis un grand amoureux, des femmes. Et le mariage pour tous? Et je dis non. Non, laissons les gens avec leur vie privée et occupons-nous des nôtres. Vous savez, si on rentre dans la vie des gens, on ira plus loin. Et le mariage pour tous? Mais le mariage, c'est un autre concept. Le mariage, c'est un concept qui amène des gens devant un maire ou devant une autorité quelconque, qui les célèbre, qui les déclare homosexuels se mariant, qui déclare 2 femmes homosexuelles se mariant. Ça, c'est l'institution d'État qui le consacre. Je dis non plus non. L'institution d'État ne va pas consacrer l'homosexualité. Mariage pour tous, c'est l'État qui consacre l'homosexualité. C'est le maire, c'est l'État. Vous dites oui à ça ou non à ça? Je dis non à ça. Très bien. Je dis l'État n'a pas à consacrer l'homosexualité. Sortons un peu de nos frontières sénégalaises tout en y restant. Je suis un homme de liberté. Très bien, c'est clair. Je suis un homme de discrétion et de conscience. On vous a bien entendu. Nos parents nous ont éduqués dans la discrétion. Très bien. On vous a bien entendu. Il ne faut pas qu'on rentre dans la vie des gens, sinon on rentre dans la vôtre. OK. Et chacun a des choses à cacher dans sa propre vie. Très bien, c'est clair. Sortons un peu, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes, je crois, de cette émission, le jury du dimanche. Sortons de nos frontières sénégalaises tout en y restant, parce que nous allons parler de la CEDEAO, nous allons parler du Mali, des sanctions jugées sévères de la CEDEAO, aussi de l'UEMOA contre le Mali, avec une période de transition décidée par la junte, ou en tout cas le gouvernement de transition de 5 ans. Pour certains, c'est tout un mandat que veut la junte au Mali. Quel est votre jugement de cette décision de la CEDEAO, fermeture des frontières, sanctions économiques et financières contre le Mali et ses dirigeants? Je compatis avec le peuple malien. J'ai des frères au Mali, des frères de cœur. J'ai des petits frères de cœur et de vrais amis. Et ce peuple malien est une partie du peuple sénégalais. Le peuple du Mali est une partie du peuple sénégalais et vice-versa. Aucune mesure, je dis bien aucune mesure, qui met le peuple malien dans une situation de détresse n'est acceptable en politique. On ne peut pas en politique faire que les peuples souffrent. Donc, mon point de vue est que d'abord, il y a des chefs d'État qui se réunissent dans la CEDEAO. Ce sont des chefs d'État. Chaque chef d'État a des comptes à rendre à son propre peuple. Et aussi, peut-être, a le besoin de conserver son pouvoir ou de s'en sortir un jour avec la paix que je souhaite pour tous. Donc, une assemblée de chefs d'État est une assemblée toujours d'intérêts généraux et d'intérêts privés. Alors, dans une telle mesure... Est-ce que le monde n'a pas toujours fonctionné comme ça? Avec des organisations. On ira au monde et aux organisations. Oui, non, je dis, est-ce que le monde n'a pas toujours fonctionné comme ça, avec des organisations sous-régionales, régionales, continentales, mondiales? C'est un jeu d'intérêts personnels et d'intérêts généraux, oui, dans toutes les organisations. Mais pour la question qui m'est posée, oui, appliquons-le à la CEDEAO. Le monde a toujours fonctionné comme ça. Appliquons-le à la CEDEAO. Oui. Une assemblée, petite assemblée de chefs d'État, pour des intérêts de chefs d'État, de protection de leur chefferie, et aussi pour des intérêts généraux. Pour vous, ces sanctions doivent être levées? Mais immédiatement. Maintenant, il faut chercher la solution. Ces sanctions sont abusives. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous croyez que si on avait affamé le peuple sénégalais, les Maliens ne seraient pas élevés pour dire ne faut pas affamer le peuple sénégalais? Il y a une question de relation entre dirigeants et peuple. Je vais aller plus loin. Tout à l'heure, nous parlions des collectivités territoriales. Et je vous disais que le gouvernement du Sénégal, en votant ces lois-là, a mis sur la tête des entreprises des charges fiscales lourdes. Mais j'espère que ces entreprises accepteront parce que ça permettra aux collectivités territoriales à l'intérieur du Sénégal de se développer et de diminuer la pauvreté. La relation entre le dirigeant et son peuple est une relation fondamentale. Quel est le sort des peuples africains? Quel est le sort
des peuples africains. Et je parle à chaque État de l'Afrique. Ouais. Je ne parle pas seulement du Mali. Alors, maintenant, les réactions des militaires qui prennent le pouvoir ici, des civils qui font les marches dans la rue, et la plupart obéissent aux besoins des peuples. Je souhaite que ces besoins des peuples s'expriment toujours dans la paix d'un passage de pouvoir aux civils. Mais il faut que ces dirigeants aussi sachent qu'il se pourrait que ce soit le peuple malien qui est souverain de son propre destin. Oui, d'accord. C'est pour ça. Donc, ce n'est pas les dirigeants qui comptent. C'est pour ça que je voulais en venir à cette dialectique. C'est-à-dire il y a les sanctions d'une part, et pour vous, on doit immédiatement lever ces sanctions au niveau de la CEDEAO contre le Mali. Mais la dialectique, c'est qu'il y a une durée de la transition qui est proposée de 5 ans, une durée de 5 ans. Est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, vous pensez que c'est une durée concevable ou pas? En 2024, vous aurez la réponse au Sénégal. Est-ce que tout le monde respecte les lois et les engagements? Oui, puisque la question est... la question qui est posée aujourd'hui pour le cas du Mali, votre réponse est quoi? Ma réponse est claire. Ceux qui ont décidé de cette sanction, CEDEAO, oui, ils nous répondront en 2024 par rapport à leurs paroles qu'ils avaient annoncées. Je parle de la durée de la transition au Mali de 5 ans. Mais c'est une parole, la durée de la transition, c'est une parole. Oui. Engagement, oui. Je vous réponds. Ceux qui ont dit je reste au pouvoir 8 mois, 8 jours, 5 ans, ils s'étaient engagés à le faire. C'est bien ça. Après, ils disent non. Et la CEDEAO leur dit bon, transition 5 ans, transition 8 mois. Tout ça, c'est des paroles. Mais d'autres paroles existent dans d'autres pays. Est-ce que ceux-là même qui imposent au Mali ces souffrances respectent leurs propres paroles? Voilà ma réponse. Je vais plus loin que votre question. Oui, mais je parle aux dirigeants. Nous restons dans le cadre de la sous-région. Oui, mais nous restons dans la sous-région. Oui. Vous savez qu'à côté du Mali, il y a également la Guinée. Oui. Le régime actuel est arrivé au pouvoir par un putsch du 5 septembre. Oui. Est-ce qu'on devrait également concevoir qu'en Guinée, que la même période de transition de 5 ans soit également proposée? Le gouvernement actuel de l'Égypte est arrivé au pouvoir par un putsch. Après l'État islamique, là, les musulmans, les frères musulmans. Oui. Dans d'autres pays, c'est des militaires qui viennent au pouvoir après un putsch. Ce qui m'intéresse... Les putschs ne vous dérangent pas? Non, ça ne m'a jamais dérangé. Ah oui? Non. Pinochet en a fait au Chili, d'autres en ont fait au Brésil, etc., etc. La première Coupe du Monde gagnée par le Brésil était sous l'autorité d'un chef d'État qui est arrivé par un putsch militaire. Il faut des putschs partout? Non, il ne faut pas des putschs partout. Il faut de bons gouvernements qui pensent aux intérêts de leur peuple. Je dis, les peuples sont souverains. Il est temps que la souveraineté des États... Et ce sont les peuples qui demandent souvent. Des parce putschs, que les peuples souffrent. Qui réclament des putschs. Les peuples souffrent au point que certaines personnes civiles se donnent le droit de bousculer le pouvoir. Au Sénégal, par exemple. Oui. Ailleurs, par exemple. Oui. Au point aussi au que Sénégal, certaines... oui, qu'est-ce que vous voulez dire précisément? Non, je dis, les peuples souffrent. Oui. Les peuples souffrent. Oui. Au point que certaines personnes civiles bousculent l'État. Les peuples souffrent au point que certaines personnes militaires viennent bousculer l'État. Il faut que nous apprenions, nous, à gouverner nos pays en ayant pour critère le bonheur de nos peuples et pas le bonheur des étrangers qui nous commandent. Oui. Parlant des étrangers, justement, avez-vous le sentiment, comme d'autres, que le Mali est aujourd'hui un théâtre d'expérimentation d'une nouvelle guerre froide entre la France, la Chine, la Russie, les États-Unis et d'autres puissances? Non, je ne crois pas. C'est un jeu d'intérêt immédiat. Vous savez, ils ont d'autres terrains pour faire une guerre froide. L'espace est là, où il y a des satellites et des bombes nucléaires qui tournent autour de l'espace. Cela suffit comme théâtre de guerre froide. Mais l'Afrique n'a jamais été un théâtre de guerre froide. L'Afrique a toujours été un territoire d'exploitation coloniale. On vient prendre le diamant, on prend la bauxite, on prend le fer, on prend ceci, on prend cela. Le Sénégal vient de découvrir il y a quelques années qu'il y a du pétrole. Vous croyez qu'on a gaz, oui. Pétrole et gaz. Est-ce que vous croyez qu'on a ça que depuis 5 ans? Le pétrole et le gaz ont toujours été là.
Depuis que la terre existe, le pétrole et le gaz ont toujours été sur le Sénégal. Et pourquoi on ne l'a pas sorti depuis lors? Mais la France le savait. Le BRGM existait, il était là. C'est la France qui ne voulait pas... Mais le bureau de recherche minière... Oui, mais c'est la France qui ne voulait pas qu'on exploite notre pétrole, notre gaz. Mais bien entendu, à l'époque. Oui. Bon, heureusement que le président Macky Sall a forcé pour que ce pétrole et ce gaz sortent. Mais ça a toujours été connu. C'est une évidence. Et pour le cas du Mali, vous dites que c'est en fait un jeu d'intérêt aujourd'hui. Peut-être qu'il y a quelque chose au Mali que vous ignorez, que j'ignore. Et que ces forces, ces grandes forces, qui connaissent la géologie, qui connaissent les mines plus que nous, qui font des recherches plus que nous, peut-être qu'ils ont découvert dans le sous-sol malien quelque chose que vous n'imaginez même pas. Et donc, ils ne font pas une guerre froide. Ils viennent se partager le Mali pour prendre ses richesses. Mais ça, depuis que le monde existe, l'Afrique a été toujours ça. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon pour le continent et pour le cas précis, puisque nous parlons de la CEDEAO et du Sénégal et du Mali, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire face à ce jeu d'intérêt qui se fait souvent à notre détriment, en nous organisant davantage, en nous intégrant davantage? Je donne l'exemple de la Fédération du Mali qui a existé et qui a éclaté après. Et la Confédération de la Sénégambie aussi. Oui. Et pourquoi on n'a pas ces grands ensembles? On ne peut pas l'avoir parce que nous sommes les mêmes hommes. L'échec de la Fédération du Mali, c'est Senghor et Modibo Keïta. Personne ne voulait que l'un ou l'autre soit président. Oui, mais eux, ils sont partis depuis très longtemps. Mais pourquoi vous, Medounouye, vous ne travaillerez pas à la reconstitution de la Fédération du Mali, par exemple? L'échec de la Sénégambie. L'échec de la Sénégambie, c'est Abdou Diouf et Diawara. Abdou Diouf avait 2 ans, après Diawara devait le remplacer, et puis après, bon, il ne voulait pas que l'autre revienne. Oui, non, ce qui est étonnant, c'est que tout le monde se réclame panafricaniste, mais personne ne fait rien pour qu'on aille vers de grands ensembles. Mais le médecin, avant de vous soigner, il vous ausculte, il cherche votre maladie. Oui. Je suis en train de parler de la maladie, cherchons-la avant de soigner. Le médecin ne vous soigne pas sans tester votre maladie, sans vous ausculter, sans vous faire des radios. Vous aurez la patience d'aller passer les radios et tout, et les analyses avant qu'ils vous disent je vous soigne. Mais moi, j'ai la patience de chercher la raison. C'est pourquoi je vous dis, regardez les causes. C'est des personnes qui sont là, qui gouvernent, qui disent je suis le roi, je suis le maître, je ne bouge pas, je reste. Personne ne me remplace. Je ne cède pas le pouvoir. Je fais 2 ans, je fais 3 ans, je fais 5 mandats, je fais 70 mandats et je reviens. Mais comment voulez-vous que nous nous fassions confiance dans notre pays, dans nos pays d'abord, où chacun se dit c'est moi, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est ma famille, c'est mes amis? Ça, c'est l'Afrique. Il ne faut pas rêver, nous sommes comme ça. Combattons ça d'abord. Très bien. Combattons les mentalités qui sont chez nous, cet instinct de vouloir tout prendre pour soi, en oubliant même qu'on va mourir et qu'on va tout laisser. Terminons par l'union. Combattons cette idée de refus de la démocratie. Oui. Ceux qui se disent démocrates ne le sont pas. Ils refusent la démocratie parce qu'ils refusent l'application des lois. J'en connais assez sur les lois de notre pays. Ils refusent l'application des propres lois qu'ils ont votées ou qu'ils ont fait voter. Et vous voulez que d'autres pays qui ne sont pas sénégalais viennent accepter d'être gouvernés par des Sénégalais qui refusent eux-mêmes l'application de leurs propres lois? Vous voulez que d'autres pays, que le Sénégal accepte de se faire gouverner par un pays africain qui refuse l'application de ses propres lois? Le problème, c'est l'intérieur. Si nous, le Sénégal, nous commençons à l'intérieur de notre pays à accepter le règne de la loi, comme aux États-Unis, le respect de la loi, quoi que ça vous coûte, oui, et que tout le monde le sache, on peut sécuriser les autres pays. Mohamed Lamine Gueye pose une question dans ce sens. Est-ce que c'est juste et équitable de sanctionner lourdement le Mali et de laisser les autres pays de la CEDEAO qui violent tout le temps leur constitution? Mais je dis la même chose. Comme le Sénégal, où nos autorités vilipendent la CEDEAO à travers sa Cour de justice sur le système de parrainage en mai 2021 et qui reporte de manière répétée ou répétitive les dates des élections. Mohamed Lamine Gueye va dans le même sens. Mais dans le même sens. Ceux qui ne le disent pas aussi le vivent. Très bien. Alors, terminons par l'Union africaine parce que le temps qui nous était imparti est épuisé. L'Union africaine, avec la présidence du Sénégal, au mois de février, le président Macky Sall va être président en exercice de l'Union africaine. Vous en attendez quoi? J'attends qu'il fasse ce que tout le monde a fait. Il est président d'une assemblée de chefs d'État d'Afrique qui parle de principes, qui parlera de principes, qui ne parlera que de principes. Et qui se réunira une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois
cela ne vaut pas la présence d'un Premier ministre au Sénégal, si ce n'est que pour faire une suppléance. Vous n'en attendez pas grand-chose alors? Mais j'en attends ce que j'attends de tous les présidents de l'Union africaine. L'Union africaine n'a aucun pouvoir sur aucun État. Ce sont des chefs d'État qui font des recommandations. Rien ne va changer. Mais non, même pas Macky du Sall, président de l'Union africaine, c'est Pas votre du tout. sentiment? Mais Macky Sall, président de l'Union africaine, il est président d'un groupe de chefs d'État qui font des recommandations. Très bien. Et puis chacun son tour. Il n'a pas été élu pour ça par les peuples. Très bien. Chacun son tour. La Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, les Lions, prestation mi-figue, mi-raisin. Première victoire face au Zimbabwe sur penalty dans les dernières secondes du match. Et puis match nul face à la Guinée, 1-0, 0-0. Le troisième match va être décisif face au Malawi. Vous croyez aux chances des Lions quand vous verrez mes mémoires, pour cette CAN? Quand vous verrez et quand vous lirez mes mémoires, j'espère que je vais terminer d'ici 2 ou 3 mois. Ah oui? J'espère. Ah d'accord. Vous verrez êtes en train de rédiger vos mémoires. Vous verrez que toute Ça, ma vie a été une vie de footballeur. Oui. Toute ma vie a été une vie de footballeur. Même en tant que ministre de la Justice. Mais je vais vous dire quelque chose. Croyez-vous aux chances des Lions pendant cette CAN? Parce que l'émission est terminée. Il faut partir de quelque chose de sérieux. Oui. Les Lions, c'est l'une des plus grandes équipes de l'Afrique. Oui. Mais une équipe de football est jouée par des footballeurs. Les bons, les moins bons et les mauvais. Mais quand les meilleurs joueurs de votre équipe ne sont pas là, vous pouvez ne pas gagner tout de suite. Le Covid-19 est arrivé, les maladies sont arrivées. Quand Koulibaly ne joue pas, la défense est fragile. Et aujourd'hui, moi je suis défenseur avant la naissance de Koulibaly. À l'époque, on restait sur la défense. Oui. On n'avançait pas. Dès qu'on avance, on vous crie dessus. Vous défendez. Maintenant, les défendeurs, c'est eux qui font la relance. Ce n'est pas les attaquants qui marquent des buts. Oui. C'est les défenseurs qui font les relances. Malgré tout, vous croyez aux chances des Lions? C'est les défenseurs qui montent, qui font les relances. D'accord. Les meilleurs défenseurs ne sont pas là. Oui. Le meilleur milieu de terrain n'est pas là. Tel type n'est pas là. Mais une équipe de football, ce sont des personnes. Donc le Sénégal peut être fragile, fragilisé. Oui. Mais nous avons l'une des meilleures équipes. Les joueurs vont venir. Oui. Et quand nous aurons une équipe complète, vous verrez ce que le Sénégal est. Très bien, on verra. Merci, Maître Doudou Ndoye. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union pour la République, vous êtes ancien ministre de la Justice, vous êtes également un spécialiste des questions de constitution. Merci d'être venu à l'émission Le Jeudi Dimanche. Mahmoud Ibra Kane à la présentation, pour le compte de E-Media SN au texte Babacar Fall, à la photo Pape Doudou Diallo. À la technique pour la réalisation e-radio, e-TV, Iba Marsen, Ndiankou et Sidignan. Réseaux sociaux, Biram Pouy et Fatima Taba. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.